va démarrer tranquillement ce petit live. On est ensemble pour 45 minutes. L'idée, c'est vraiment de parler sans tabou de la dépendance affective et tous les troubles qui y sont associés. Donc, ça va, comme je le disais tout à l'heure en story, des choses légères, entre guillemets, parce que quand on les traverse, c'est pas évident, mais des choses légères comme le sabotage, le besoin de validation, le manque de confiance en soi, le manque d'estime, la difficulté à poser ses limites, etc. À des troubles qui sont beaucoup plus sévères comme la dépression, donc avec tous les symptômes associés, que ce soit physiques, mentaux, émotionnels, etc. Et les addictions. Et aussi les mises en danger, c'est-à-dire quand on est en dépendance affective, je sais pas si vous avez vu le post que j'ai fait là aujourd'hui, on est tellement dans le don de soi. J'espère que vous m'entendez bien, dites-moi si vous m'entendez bien, mais a priori vous êtes encore là, donc c'est que vous m'entendez. Génial, merci. Quand on est dans le don de soi, on peut se mettre dans des situations délicates parce qu'on est prête et prêt à tout pour recevoir des petites miettes d'amour, des petites miettes d'attention, des petites miettes de reconnaissance. Et donc ça nous met dans des situations qui vont de délicates à dangereuses. Si vous avez lu le post qui est épinglé sur mon expérience de vie avec un pervers narcissique, et si c'est votre cas d'ailleurs, mettez-moi un petit cœur si vous avez connu, que ce soit des femmes ou des hommes pervers narcissiques, parce que j'ai aussi connu des femmes. Je raconte une histoire d'amitié dans un mail que j'envoie une fois par mois. J'avais raconté une histoire d'amitié sur une pervers narcissique. Voilà, donc je vais peut-être vous raconter un petit peu mon parcours. Donc moi je viens d'avoir 39 ans et j'ai passé, je pense, plus de 30 ans en dépendance affective. Ça se manifestait par une profonde tristesse. J'ai été diagnostiquée en dépression il y a 12 ans. J'ai eu des problèmes avec l'alcool. J'en ai parlé dans une vidéo sur YouTube. J'avais vraiment un profond malaise, j'avais du mal à être toute seule, donc je me mettais dans des situations avec les hommes qui étaient très compliquées, j'étais en extrême demande, en insatisfaction permanente et en rabaissement de moi, donc sabotage, dévalorisation assez constante. Et en fait, à côté de ça, bizarrement, donc je sais pas si ça vous parle, mettez-moi un petit cœur si c'est quelque chose qui vous parle, mais j'étais aussi quelqu'un d'hyper solaire. C'est-à-dire que les gens me voyaient hyper souriante, hyper joyeuse. Je faisais plein de trucs, je voyageais, j'avais un super boulot, j'avais des responsabilités, etc. Donc il y avait un espèce de contraste entre ma vie extérieure et ce que je ressentais à l'intérieur et mes pensées qui étaient très négatives. Je suis passée à ça d'être internée parce que j'avais trop de pensées noires et que le psychiatre que je voyais avait peur pour que j'en prenne à ma vie. Donc c'est allé très très loin. Et puis j'ai fait en fait un travail qui a commencé assez jeune sur moi, qui est passé par plein de choses, mais notamment par le yoga. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi, on va en reparler, à me défaire de cette emprise autour de la dépendance affective. J'ai pris mes notes, hein, je vous le dis tout de suite, pour être sûre de rien oublier. J'avais accompagné dans mon parcours de yoga des femmes qui pouvaient avoir les mêmes troubles que moi. Et en fait, on a fait des test and learn donc c'est-à-dire on teste des méthodes que j'avais apprises grâce à mes études de yoga, grâce à plein de choses que j'ai pu faire grâce à toutes les méthodes en fait que j'ai utilisées. Ça peut être la kinésio, la psy, j'ai vu des psys dans tous les sens, psychothérapie, psychiatre, psychologue. Donc voilà, je sais pas si c'est votre cas aussi, si vous avez déjà testé plein de trucs. Dites-moi et dites-moi si ça a marché ou pas. Et donc voilà, j'ai condensé tout ça, j'ai pris les meilleures méthodes et j'en ai fait en accompagnement. Et aujourd'hui,
où est-ce que j'en suis, moi, dans ma dépendance affective, et on va revenir à la question que vous m'avez posée. Je ne me considère pas plus en dépendance affective, parce que je pense que ce serait mentir, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais ma vie a totalement changé. On peut dire qu'avant, j'étais tout le temps malheureuse et j'avais des petits moments de joie, qui étaient souvent d'ailleurs des plaisirs éphémères. J'étais assez accrochée aux plaisirs éphémères, parce qu'il n'y avait que ça qui me tenait. Et alors, je sais pas si je vois... Coucou coucou tout le monde, coucou Noël, coucou Julien, coucou Ben. J'étais vraiment dans cette phase-là et depuis quelques années, j'ai complètement switché. C'est-à-dire que de manière générale, je suis plutôt très heureuse dans ma vie et évidemment, comme tout le monde, j'ai des moments de tristesse et j'ai des moments de down de manière générale. Mais je me suis vraiment libérée de toutes ces angoisses, de la peur d'être seule. Donc j'adore passer du temps seule aujourd'hui. Je me suis libérée de tous les schémas toxiques que j'avais avec les hommes. Je me suis vraiment épanouie. J'ai appris à me sentir en sécurité avec moi-même en fait. Donc c'est un petit peu ce que j'apprends, ce que je transmets aujourd'hui aux femmes que j'accompagne. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup ça y est, j'ai fait un peu le tour de qui est là. N'hésitez pas à poser vos questions en direct et j'y répondrai. J'essaierai de faire attention de temps en temps pour scroller. Petite chose sur ce compte, du coup, si vous êtes nouveau ici, l'idée de ce compte, c'est de dédramatiser, entre guillemets, salut Corinne, de dédramatiser un petit peu le sujet de la dépendance affective. C'est des sujets très graves, la dépression, les pensées suicidaires, hein, mettons les mots, le besoin irrépressible d'être avec quelqu'un ou de mettre son addiction sur une personne en particulier ou les addictions de manière générale. Ce sont des sujets graves, très sérieux. Coucou Sophie. Mais j'ai envie de mettre un peu de légèreté là-dedans parce que je considère que en fait, si mon travail c'est de permettre à des femmes de retrouver leur joie de vivre, il faut quand même un petit peu dédramatiser le truc. Donc voilà. Et puis comment est-ce qu'on va dédramatiser ça et pourquoi est-ce que j'ai créé ce compte aussi, c'est pour que en fait vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Parce que dans la dépendance affective, on se sent profondément seul parce qu'on est en fait à l'intérieur de nous-mêmes avec nos pensées qui sont pas très positives, ni envers nous-mêmes, ni envers le monde, ni envers la vie. Et donc de savoir que on est plusieurs dans ce cas-là, ça peut faire du bien. Coucou Elodie. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, je vais répondre à la première question que vous m'avez posée. Donc, est-ce qu'on peut guérir t'arrives au bon moment, Elodie. Est-ce qu'on peut guérir définitivement de la dépendance affective? Donc, si vous avez vu mes petites stories il y a quelques jours, j'expliquais que quand j'ai commencé vraiment les accompagnements il y a 3 ans, sur la dépendance affective très précisément, je disais qu'on pouvait en guérir, on pouvait en sortir définitivement. Et en fait, le mot guérir, il est délicat quand même à utiliser. Parce que déjà, je ne suis pas médecin. Et en fait, la dépendance affective n'est pas une maladie. C'est un trouble qui a des conséquences graves, qui peut déboucher sur des maladies, donc des maladies physiques, de manière psychosomatique, mais aussi des dépressions. Mais ce n'est pas une maladie. Donc pour moi, en fait, la dépendance affective, on ne peut pas en guérir parce que c'est pas le bon mot. Mais par contre, on peut se défaire de son emprise. On peut totalement se défaire de l'emprise de la dépendance affective. Est-ce que ça veut dire que on ne va plus jamais souffrir? Évidemment non. Parce que en fait, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de joie. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde où la souffrance, elle existe et aujourd'hui, il y a d'autant plus de souffrance qu'on essaye d'échapper à la souffrance. Si on apprenait à accepter plus la souffrance, et c'est du coup ce que j'essaye de faire dans mes accompagnements, si on apprenait à plus accepter la souffrance,
je pense que le monde irait mieux, qu'il y aurait un petit peu plus de joie de vivre et de sérénité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, juste le temps que je boive ma petite gouille de thé. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, ça. Donc, pour moi, coucou Gabin, coucou Retécha, coucou Betty. Pour moi, en fait, la dépendance affective, c'est aussi quelque chose qui est commun à tous. On a tous de la dépendance... Salut Damien! On a tous de la dépendance affective. Parce qu'on est des êtres sociaux, en fait. Et donc, à moins de décider d'aller vivre dans une caverne tout seul et d'être en autonomie et de manger des racines, on est forcément dépendant d'autres personnes, ne serait-ce que pour manger, pour s'habiller, pour avoir un toit sur la tête, pour permettre à ses enfants d'aller à l'école, pour tout en fait. On est forcément dépendant des autres. Maintenant, on a aussi ce lien de dépendance évidemment affectif avec les proches. Donc avoir peur de perdre un proche, avoir peur de se sentir abandonné ou d'être abandonné par un proche, c'est aussi humain. Maintenant, coucou Alexandre, mais il y a plein d'hommes sur ce live, c'est fou. Maintenant, là où il y a un problème pour moi, c'est lorsque il y a une souffrance. Lorsqu'en fait, la dépendance affective prend toute la place, ou en tout cas beaucoup de place, et que... coucou Cricri. Et que ça devient très compliqué de vivre avec. Quand on est sans cesse en train de pleurer, quand on se pose toujours la question de mais pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais, quand on a du mal à se lever le matin et pas que le lundi matin, quand on n'arrive pas à travailler correctement parce qu'on a quelqu'un dans la tête et que ça passe pas, quand on n'arrive pas à manger parce que on attend des nouvelles de quelqu'un, ou qu'au contraire on va faire de la boulimie parce que on n'a pas reçu le message qu'on attendait. Là, il y a effectivement de la souffrance. Et là, il faut agir, pour moi. Donc, elle est là la différence. Et voilà, c'est important de le savoir et de voir où est-ce que vous vous situez là-dedans. Est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose d'humain, c'est-à-dire d'avoir des rapports humains avec une forme de dépendance et d'être ok avec cette idée d'avoir peur de perdre l'autre, de pas trop aimer tout seul, d'avoir besoin de l'avis des autres aussi, en fait c'est complètement normal. On a le droit c'est normal de demander l'avis de quelqu'un qu'on aime pour je ne sais quoi. Maintenant, quand ça devient systématique et quand l'avis des autres est supérieur systématiquement au nôtre, quand les désirs des autres passent avant nos propres besoins, coucou Daphné, là, on a un problème. Là, on a un vrai problème. Donc, voilà, je sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire, du coup, je sais pas si j'ai réussi à suivre tout, mais dites-moi ce que vous en pensez. Oui, ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment aussi, comment savoir si en fait on a besoin d'aide, à quel moment est-ce qu'on a besoin d'aide. Pour moi, quand on traverse une période difficile, ça arrive à tout le monde, et que ça dure quelques semaines, en fait ça fait partie de la vie, plus on va l'accepter, plus ça va passer. À partir du moment où l'état d'alerte dure dans le temps, plusieurs mois, plusieurs années, donc un état d'alerte qui peut se manifester par du stress, donc par les symptômes que j'ai cités juste avant, difficulté à se lever, grande tristesse, difficulté à rester seule, addiction en tout genre, etc. Les addictions, ça peut aussi être Netflix, hein. Netflix, c'est une forme d'addiction. Si vous passez toutes vos soirées à regarder Netflix sur votre ordi et à être sur Tinder sur votre téléphone, je sais parce que je l'ai fait, mais pas tous les soirs parce que j'étais déjà bien avancée quand même dans le process.
Mais c'est que je pense que là, il y a un vrai besoin. Il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, donc, on ne guérit pas de la dépendance affective parce que ce n'est pas une maladie. Mais on peut totalement se détacher de son emprise. Comme on se détache d'une emprise d'alcool, de cigarettes, des problématiques de nourriture, etc. N'importe quelle addiction en fait. Pour moi, apprendre à se détacher de cette emprise, c'est du même coup reprendre son pouvoir en fait sur soi. Reprendre son pouvoir sur la vie. Et si vous vivez des dépendances, quelles qu'elles soient, mettez-moi un petit cœur, un petit pouce, un petit truc que je sache, que je vois un petit peu quel type de profil il y a ce soir. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans ce que je partage. Mais si vous avez vécu ça, vous savez comment sortir... qu'il est possible de sortir de ce type de dépendance et d'addiction. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Bon, pour les personnes qui viennent d'arriver, salut Guillaume, j'ai pris mes notes avec moi. Donc j'espère que j'ai pas oublié de choses fondamentales. On va passer à la deuxième question que j'ai partagée, je crois, en story, qui était comment apprendre à s'aimer, parce que c'est vraiment une des questions qui revient le plus. Donc, comme je vous l'ai dit en story aussi, je vais pas répondre à cette question. Comment apprendre à s'aimer? Il y a des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne qui sont déjà dispo. Salut Karine. Et pour moi, c'est pas la bonne question à se poser. Parce qu'en fait, se poser cette question, comment apprendre à s'aimer, déjà, ça part vraiment d'un état de... Pas un état d'abandon, mais un état dans lequel on est presque déjà perdant. C'est-à-dire, comment je vais apprendre à m'aimer? Ça veut dire, j'ai aucune idée. Je sais vraiment pas ce qui est en train de se passer pour moi. Et en fait, je pars d'un état complètement vide. Et je pars d'un état où je ne suis pas maître des choses. Vraiment, pour moi, c'est ça. Comment apprendre à s'aimer ou comment apprendre à... Il y avait une question un petit peu similaire. Comment apprendre à se détacher d'une personne. Comment apprendre même à poser ses limites. On pourrait y revenir si c'est une question qui est importante pour vous. Salut Hélène. En fait, la vraie question pour moi qu'il faut se poser, là, c'est pas comment je dois apprendre à m'aimer, c'est qu'est-ce que je suis prête ou prêt à faire pour aller dans cette direction. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prête à accepter et à quoi je suis prête à renoncer pour accéder à ma joie de vivre, ma sécurité affective et ma sérénité. Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Qu'est-ce que je suis prête à laisser tomber? Pourquoi cette question, elle a beaucoup plus de sens pour moi? Déjà parce qu'en fait, là, tu reprends vraiment ton pouvoir. En fait, c'est vraiment toi qui décide. C'est pas comment et tu sais pas quoi faire. Comment, en fait, c'est une question qui est tournée vers l'extérieur. Comme si tu attendais la réponse de quelqu'un. Alors que, qu'est-ce que je suis prête à faire pour? Ou qu'est-ce que je suis prêt à faire? Salut Marjou. C'est vraiment une question qui vient de l'intérieur. Et là, tu reprends complètement ton pouvoir, en fait. Par rapport à ça, comment est-ce qu'on répond à cette question? Comment est-ce que je peux vous aider à répondre à cette question? Puisque forcément, ce sont des questions que je me suis posées. Salut Jonathan. Et ce sont des questions que j'ai... coucou, bisous, bisous. Marjorie, bisous. Pardon, je suis les trucs en même temps. Donc c'est une question, ouais, évidemment que je me suis posée. Et c'est aussi une question que j'ai amené les personnes, les femmes que j'accompagne à se poser. Donc pour moi, il y a une chose fondamentale qui est... Attends, je mets un petit peu de suspense. Mon thé est déjà froid. Il y a une chose fondamentale, c'est
c'est hyper difficile de prendre soin de soi. C'est hyper difficile de faire un travail sur soi. C'est hyper difficile de sortir de ces schémas, de ces croyances, voilà, tout ça, ok. En fait, c'est aussi difficile, évidemment, de... Coucou! C'est aussi difficile d'être dans cet état. C'est difficile d'être en dépression, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. C'est difficile d'être pendu à son téléphone et de pas réussir à bosser quand on a quelqu'un dans la tête. C'est difficile de se sentir vide, de se sentir seul. C'est difficile de pas réussir à se lever le matin, comme je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est difficile aussi. Donc en fait, tout est difficile. Et évidemment que si c'était facile de s'en sortir, si c'était facile de travailler sur soi, si c'était facile de se libérer de l'emprise, de la dépendance affective ou d'une autre forme de dépendance, tout le monde le ferait en fait, vous seriez pas là, et en fait, voilà, le problème serait déjà réglé. Moi non plus, enfin je ferais autre chose, je m'occuperais de mon potager. Donc en fait, déjà si vous êtes là, c'est que la démarche elle est engagée, donc ça c'est cool. Et c'est qu'en fait, vous êtes un petit peu dans cet itinéraire-là, ce choix entre cette alternative, entre, ok, je choisis quelle sorte de difficile. Est-ce que je choisis le difficile de, me lever le matin, c'est difficile, avoir le regard des autres qui me pèse, c'est difficile, me sentir seule, c'est difficile. Ou est-ce que je choisis l'autre difficile ? C'est-à-dire celui qui va me mettre dans une situation ultra inconfortable, où je vais devoir renoncer à certaines croyances, où je vais devoir peut-être renoncer à certaines habitudes de vie, où je vais devoir accepter des choses que j'ai pas envie d'accepter, où je vais devoir revenir sur des trucs, des souffrances que je mets sous le tapis depuis X années. En fait, c'est ça le truc. Coucou Marie-Claire. Pas de soucis. T'inquiète. Il y aura un replay. Donc en fait c'est ça, est-ce que vous avez envie de choisir le difficile que vous connaissez en fait depuis toutes ces années, ou est-ce que vous avez envie d'aller vers un autre difficile, juste pour voir, juste pour essayer en fait. Pour vous donner une petite idée, moi, revenir à cette question, qu'est-ce que j'ai décidé d'accepter, à quoi j'ai décidé de renoncer pour me libérer de l'emprise de la dépendance affective. Déjà j'ai accepté de me tromper parce que c'était la période où j'étais en relation avec un pervers narcissique et du coup ça avait duré 3 ans et j'ai dû accepter qu'en fait je m'étais complètement trompée de personne, je m'étais vraiment fourvoyée sur la relation, sur l'avenir de cette relation, sur la paisibilité de cette relation. Et donc, j'ai dû accepter ce genre de truc et j'ai dû accepter de m'être trompée. C'est-à-dire que là, j'ai pris ma responsabilité. Pour moi, c'est un pilier. Hein. La responsabilité, si vous me suivez depuis quelque temps sur Insta, vous savez que on peut pas se libérer des traumas qui traînent, qu'on traîne, qu'on trimballe, sans cette notion de responsabilité sur laquelle je vais revenir. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai accepté, j'ai accepté de me tromper. J'ai aussi renoncé à une partie de ce que je croyais être mon identité, de ce statut un petit peu, comment dire, c'est un petit peu victime, c'est un petit peu un petit peu enfant. J'ai dû grandir en fait, apprendre à compter sur moi en fait, ça revient à la responsabilité d'ailleurs, apprendre à me dire ok maintenant c'est moi qui ai mon bonheur en main en fait. J'ai vu énormément de psychiatres, j'ai déjà raconté ça aussi en conférence, à partir de 16 ans quoi, j'ai vu plein de psychiatres parce qu'en fait j'avais une hyper émotivité, j'avais des pensées noires, j'étais pas bien du tout quoi. Et puis quand j'ai grandi, j'ai continué à les voir parce que c'était remboursé par la Sécu. Et du coup, ça me permettait
de continuer de faire un travail sur moi, mais sans investir de l'argent, sans vraiment m'investir. En fait, d'ailleurs, j'ai vu plein de psychiatres parce que j'ai jamais suivi les trucs. Parce que je considérais toujours que ça n'allait pas, qu'ils faisaient mal leur travail. Peut-être que c'était le cas, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas ça qui m'a aidée dans la dépendance affective. Mais voilà, du coup, j'ai dû reprendre mes responsabilités. Et le sujet sur la responsabilité, pour moi, il est hyper intéressant parce que dans les troubles associés à la dépendance affective, il y a une extrême culpabilité. On peut être victime de manipulateurs, manipulatrices, de pervers narcissiques et on se sent coupable de ce qu'on a vécu. Donc ça vient encore appuyer le fait que on est nul, ça vient appuyer la dévalorisation, ça vient appuyer tout ce qu'on pense déjà de négatif de nous-mêmes en fait. Et cette culpabilité, j'ai trouvé vraiment le moyen de m'en débarrasser en reprenant ma responsabilité. Donc ça peut paraître ultra contradictoire, ultra paradoxal, mais ça l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on prend sa responsabilité, on reprend son pouvoir. Je sais pas qui m'a mis un petit pouce, mais c'est très très gentil. Quand on prend sa responsabilité, on reprend son pouvoir. Et quand on reprend son pouvoir, on est capable de dire ok, j'ai vécu ça. Par exemple, j'étais avec un pervers narcissique, un homme qui a détruit mon identité à petit feu, qui m'a fait douter d'absolument tout. Ok, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je décide de devenir cette victime de pervers narcissique et de vivre toute ma vie avec ce statut de victime ? Ou est-ce que j'en fais quelque chose d'autre ? Et à partir du moment où on prend sa responsabilité, on décide d'en faire quelque chose d'autre. Mais dans ces cas-là, en fait, on a déjà assumé que on avait sa part de responsabilité. J'espère que ça résonne pas trop dans cette pièce. On a déjà assumé qu'on avait sa part de responsabilité. Il n'y a plus de culpabilité à ce moment-là. Ok, j'ai forcément, à un moment donné, parce que j'avais tellement besoin d'être aimée, j'ai accepté ces compliments, j'ai accepté qu'ils me vendent du rêve, j'ai accepté qu'ils soient tout ce dont j'avais rêvé. Puis une fois que j'étais sous emprise, j'ai aussi accepté les miettes, j'ai accepté les retournements de situation, j'ai accepté les changements d'émotions, j'ai accepté la manipulation, les mensonges, etc. Mais du coup, il n'y a plus de culpabilité en fait. Parce que, ok, j'ai fait une erreur, lui aussi. En fait, je vais me pardonner. Puisque j'ai le pouvoir de le faire, je me pardonne. Donc, je me libère de la culpabilité. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une des conditions sine qua non de l'avancée. Coucou, Brice. Là-dedans. Désolée, je bug parce que je parle de pervers narcissique et la dernière personne que j'ai rencontrée s'appelait Brice. Et Brice est apparu à ce moment-là, pardon, Brice. Et oui, les miettes, ça, on est prête à les accepter, prête et prêt à les accepter coûte que coûte. Une fois qu'on est prise dedans, de toute façon... Alors, du coup, j'ai l'impression que ça vous a parlé, donc c'est cool. Il y avait une troisième question, je sais pas si je l'avais partagée en story, il reste un petit peu de temps, donc je vais la poser et y répondre. Si vous avez d'autres questions... Pardon, coucou aux nouvelles personnes qui sont arrivées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est vraiment... Je suis là pour ça en fait. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez vraiment pas. C'était comment ne plus être dépendante de lui. Donc une question très spécifique et bon, j'imagine que vous êtes déjà posé cette question.
Si vous l'êtes posé, vous pouvez me le dire d'ailleurs, me faire un petit coucou, me mettre un petit cœur. Alors, je sais pas si vous avez vu, ah bah si, je l'ai mis cette question en story. Donc j'ai fait une vidéo qui est sur YouTube qui répond en partie à cette question. Qui explique un petit peu qu'est-ce qu'on perd quand on se libère de l'emprise de la dépendance affective en fait. Donc c'est une partie de la réponse. Maintenant, moi j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce qu'à votre avis je peux répondre à cette question en... Voilà, il me reste 10-12 minutes. Est-ce que je peux répondre à cette question en quelques minutes? Comment ne plus être dépendante de lui? C'est un peu comme comment apprendre à s'aimer, etc. Évidemment que la réponse est compliquée, puisqu'en fait, tout mon travail d'accompagnement consiste à ça, consiste à répondre à cette question précise, enfin à ce type de question. Donc à apprendre à vivre pour soi et à sortir de l'obsession, parce qu'on est vraiment là-dessus en dépendance affective, on est vraiment dans une situation d'obsession. Et effectivement, bah ouais, comme tu le dis Marie-Claire, parfois, bah du coup, on attend et l'obsession ne passe jamais, on n'arrive pas à partir, et donc c'est finalement l'autre qui peut finir par nous quitter. Mais à ce moment-là, il y a une forme de soulagement, mais il y a aussi une forme de... il peut y avoir une forme de culpabilité dans ces cas-là parce que on n'a pas réussi à prendre son pouvoir. Et à ce moment-là, comme on a déjà une assez basse estime de soi en dépendance affective, bah c'est possible que ça vienne encore plus gratter là-dessus. C'est pour ça que c'est vraiment hyper délicat. Et pour moi, je vais vous poser une question. À votre avis, est-ce que vous savez ce dont vous avez besoin pour accéder à la réponse? Pour moi, en fait, c'est ça la question là à se poser. Alors du coup, je repose des questions sur des questions, mais... En fait, je définis à peu près... Enfin, pas à peu près, je définis 3 niveaux de conscience du mal-être. Donc 3 niveaux de conscience de la dépendance affective. Pour moi, bon, il y a le niveau 0 qui est le déni, c'est-à-dire je sais pas que je vais pas bien et voilà, tout va bien, tout va très très bien. Pour moi, vraiment, c'est parfait, ma vie est super. Et en général, ce sont soit des personnes qui vont me poser beaucoup de questions pour éviter d'avoir à parler de ce qui va pas et pour éviter surtout d'avoir à potentiellement libérer des émotions. Coucou Polo. Donc ça c'est le niveau 0. Maintenant il y a le niveau 1 qui est de dire ça va pas mais je peux rien y faire, c'est hors de mon contrôle, c'est mon père qui était comme ci, c'est ma mère qui était comme ça, j'ai été avec un pervers narcissique, j'ai pas eu de chance à l'école, et en fait c'est la vie qui s'abat sur moi et je sais que je vais pas bien mais j'y peux rien, en fait c'est comme ça. Ça c'est le niveau 1. Ensuite il y a le niveau 2 qui est je vais pas bien, je le sais, mais je supporte plus. Je supporte plus cette souffrance, j'en ai marre. Et en fait, je veux qu'on me dise. Je veux qu'on me dise comment aller mieux. Je veux qu'on me dise comment se débarrasser de cette dépendance affective. Je veux qu'on me dise comment je fais pour m'aimer. Ça, c'est le niveau 2. Et ce sont des personnes qui vont se tourner soit vers des thérapeutes, soit qui vont remettre entre les mains d'un proche leur mieux-être. Donc ça peut être le thérapeute, mais ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être... Voilà. Donc c'est vraiment des personnes qui ont conscience qu'ils vont pas bien, qui en ont marre, mais qui cherchent des réponses à l'extérieur. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et maintenant, il y a le niveau 3. Et le niveau 3, c'est une personne qui va pas bien, une personne qui le sait, et une personne qui
c'est aussi qu'elle doit trouver les réponses à l'intérieur d'elle-même. Sauf que elle sait aussi que trouver les réponses à l'intérieur d'elle-même, ça veut pas dire forcément les trouver toute seule. Ça peut vouloir dire être aidée par quelqu'un qui sait déjà ce que c'est. Être aidée par quelqu'un qui a déjà vécu ça, qui est passé par là, qui la comprend, qui a vécu les mêmes traumatismes, qui a eu le même type de pensée, qui a eu potentiellement les mêmes types, je sais pas moi, d'addiction, les mêmes types de relations, et que cette personne pourra lui donner les clés. Mais après, c'est elle qui ouvre la porte. Et pour moi, pour répondre précisément à cette question, comment ne plus être dépendante de lui, ce qui revient, comme je vous disais tout à l'heure, à comment on sort de la dépendance affective, comment on apprend à s'aimer, comment on fait pour poser ses limites, sachant que c'est toujours propre à soi. Toutes les vérités générales sur comment poser ses limites, vous allez trouver tout le contenu en fait sur les réseaux, et j'en ai fait aussi des vidéos là-dessus. Mais c'est pas ça en fait dont vous avez besoin, parce qu'en fait ça vous le savez. Vous savez comment on pose ses limites, vous savez comment on fait pour s'aimer. Ou en tout cas, vous avez accès à ces infos. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui vous fait avancer. Et pour moi, les personnes qui vont pouvoir répondre à cette question, ce sont les personnes qui sont du coup sur ce niveau 3 de la conscience du mal-être. J'appelle ça comme ça. Et ce sont évidemment les personnes que j'accompagne. Alors, dans le niveau 1, 2, 3, il y a, en cas de crise, ou même de manière assez régulière, évidemment, des personnes qui vont solliciter une aide extérieure. Donc ça peut être juste dans des bouquins, des vidéos, donc dev perso, etc. Ça peut être aller voir un thérapeute, aller voir un psy, etc. Mais ça marche pas. Alors ça marche pas parce que quand elles sont au niveau 1 et niveau 2, ça va pas marcher de toute façon. Mais pourquoi ça peut ne pas marcher si on est au niveau 3 ? Première raison, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'elles sont pas tombées sur quelqu'un qui avait vécu la même chose, donc qui savait exactement de quoi elle parlait. Dans la dépendance affective, il y a un truc hyper important, c'est que les personnes, elles ont besoin d'être écoutées, mais vraiment très très fort. Elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin de... Alors du coup c'est vous, a priori, si vous êtes là, mais j'imagine, vous avez besoin d'être entendues, d'être écoutées, de savoir qu'on vous a comprise, de savoir qu'on partage vraiment votre douleur. Et donc, de solliciter quelqu'un qui a vécu ça aussi, bah forcément c'est idéal. Et si c'est pas le cas, bah peut-être que la personne, elle peut être la meilleure thérapeute du monde, peut-être qu'elle va pas réussir à vous aider, ou peut-être qu'elle va pas savoir. Ça c'est la première chose. Et pour moi, la deuxième chose qui est importante, c'est que accompagner des personnes à n'importe quoi d'ailleurs, quand il s'agit de troubles, que ce soit des angoisses, que ce soit travailler sur la colère, que ce soit la dépendance affective, pour moi il faut travailler à 360 degrés. C'est-à-dire avoir une approche qui soit 90% sur le corps, 90% sur la tête, le mental, 90% sur le cœur et 90% sur l'esprit. Parce que il y a aussi cette part de spiritualité, de sens, hein, j'appelle ça le sens, donc ça peut être, on peut appeler ça la philosophie aussi, qui est importante. Et si vous allez voir une hypnothérapeute, bah, elle va travailler principalement sur le mental et éventuellement sur les émotions. Si vous allez voir une psy, elle va travailler sur le mental, éventuellement aussi les émotions. Si vous allez voir une énergéticienne, elle va travailler peut-être plus sur l'esprit. Si vous faites du yoga, vous allez travailler peut-être plus sur le corps. Donc pour moi, il faut une approche qui soit vraiment à 360 degrés pour aller au bout du processus en fait de, j'allais dire guérison, mais non, pas guérison, du processus de libération et de détachement de l'emprise de la dépendance affective. Voilà, alors du coup j'ai répondu à ces 3 questions, j'en avais encore quelques-unes mais ça va faire un peu juste en 3 minutes.
Est-ce qu'il y avait un truc que vous vouliez savoir en particulier? Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui prend pas beaucoup de temps? Ouais, pour moi c'est aussi, comme je le disais, ce compte c'est vraiment pour dédramatiser sur des sujets qui sont assez graves. Et donc c'est la raison d'être aussi de ce compte. Et pour moi c'est une des clés aussi pour aller mieux. Quand on est dans la dépendance affective, on est très premier degré. Et très... alors je dis pas qu'on est premier degré sur tout, hein. Comme je vous disais, moi j'étais très solaire, machin et tout à l'extérieur, puis à l'intérieur j'allais pas bien. Et du coup sur certains sujets j'étais très premier degré. Donc sur ma souffrance, sur mes malheurs, sur tout ce que je vivais, sur les hommes après qui je courais, le vide que j'essayais de remplir, tout ça j'étais assez sérieuse. Et en fait je pense que dédramatiser ça, même si ça peut paraître hyper paradoxal, et puis c'est peut-être pas pour tout le monde, en tout cas moi c'est ma manière de fonctionner, dédramatiser tout ça, tout ce qu'on a vécu, même vous avez peut-être vu, mais si vous me suivez depuis un moment, mais j'ai parlé de ma fausse couche il y a pas très longtemps, de manière alors pas de manière détachée, surtout quand j'ai fait le podcast sur Spotify, parce que j'étais très mal, je venais de sortir de l'hôpital, mais en fait détabouiser les trucs, ça veut pas dire en rire, ça veut dire avoir un recul dessus, comprendre qu'en fait ça arrive, et que on peut apprendre à vivre avec tout ça, mais pas en faire une identité, encore une fois. Pour moi ça c'est très important. Je vous ai dit en story, on arrive sur la fin, que j'avais ouvert quelques nouveaux créneaux pour les rendez-vous, les premiers rendez-vous, pour savoir si je peux vous accompagner, si ce que je propose aussi ça vous parle, si moi je sens que je peux faire quelque chose pour vous, si ça correspond en tout cas à ce que je fais, à ce que j'ai vécu et à ce que je traite déjà. J'ai même ouvert des créneaux le samedi. Donc c'est des créneaux de 30 minutes pour échanger un peu sur vos problématiques et comment avancer. Donc si ça vous intéresse, soit vous cliquez sur le lien qui est dans ma bio sur Insta, soit vous m'envoyez un petit MP si vous sentez que vous avez des questions, que vous avez envie d'un truc un peu plus perso à me partager. Et voilà, c'était cool de partager ça avec vous, ça m'a fait super plaisir de voir des petites têtes passées que je connais, d'autres que je connais pas. Et on se retrouve bientôt, je referai ça je pense bientôt. Ciao ciao!